être creusé ou donc les travaux ont déjà commencé, travaux de creusement de ce nouveau canal de Suez, une nouvelle voie donc de navigation entre la Méditerranée et la mer Rouge. Ça doit permettre dans une partie l'expansion et l'approfondissement de ce canal. Donc nous allons parler ce soir non seulement de ce projet, mais plutôt du financement de ce projet. Lors du lancement du projet, il y a un peu plus de 10 jours, le 5 août, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé tous les citoyens, tous les Égyptiens à contribuer à ce projet. Il a donc appelé à l'émission d'action pour la participation des Égyptiens. Récemment, il y a quelques jours, on a appris que il va y avoir plutôt des titres d'investissement qui doivent être émis ou lancés pour que les Égyptiens puissent y acheter, uniquement des Égyptiens bien entendu, tout comme le creusement même ou les travaux de creusement même de ce canal. Donc nous allons parler de ce financement et des perspectives aussi de ce financement lors de la deuxième partie de l'émission, la partie débat, la grande partie. Mais tout d'abord, je vous propose une tournée parmi quelques nouvelles bien entendu locales, mais aussi régionales. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu aujourd'hui avec le sénateur, membre du Congrès américain, Dara el-Aissa. Les discussions ont porté sur la situation en Libye et en Syrie, ainsi que les relations égypto-américaines, notamment dans le domaine économique. Certes, l'aide militaire américaine était aussi au centre de ces discussions. Retour au creusement du canal de Suez où ce nouveau projet, le porte-parole de l'armée égyptienne, le général Mohamed Samir, a affirmé que le projet de creusement du canal de Suez est effectué par 42 entreprises, en plus de 2 bataillons de route sous la houlette des forces armées. Le général Mohamed Samir a ajouté que le creusement est arrivé à 8 millions de mètres cubes et qu'il était prévu que le taux de creusement augmente après l'arrivée des équipements des entreprises au début de la semaine prochaine. Le responsable a ajouté dans un communiqué que l'organisme du canal de Suez a commencé donc les opérations de travail dans les lieux où les cours d'eau, ou plutôt le cours d'eau devrait être plus profond. De ces travaux aussi, nous allons parler dans la partie débat. On enchaîne avec cette crise d'électricité que connaît l'Égypte. Il y a des mois, voire un peu plus d'un an, une crise ou un vrai problème pour les Égyptiens au cours des dernières années. La crise donc du secteur d'électricité ayant atteint son apogée, les coupures de courant étant devenues une quotidienneté frustrante et répétant aussi au moins 3 fois par jour la consommation d'électricité portée à la hausse. Le ministère de l'Énergie a décidé de recourir au charbon pour la production d'électricité. Le ministère indique qu'il possède un plan de court et de long terme pour régler la crise de coupure de courant. Le plan de court terme dépend d'une coordination avec le ministère du pétrole pour garantir l'acheminement des carburants vers les centrales d'électricité. Quant au plan à long terme, il s'agira de recourir au charbon pour la production de l'électricité, une idée qui a été en fait lancée par pas mal de responsables. Selon le plan du ministère, 13 000 mégawatts seront ajoutés au réseau national en produisant l'électricité à partir du charbon d'ici 2027. Dans ce contexte, un certain nombre de centrales de charbon seront installées. À présent, on passe aux nouvelles régionales, bien entendu, avec en premier lieu cette crise que connaît le peuple palestinien, surtout la bande de
Gaza. Donc, on parle aujourd'hui de la poursuite du cessez-le-feu qui devrait prendre fin lundi 18 août à minuit. Et donc, cette poursuite du cessez-le-feu dépendra des nouvelles négociations auxquelles se préparent Israéliens et Palestiniens ce dimanche au Caire, après un mois d'offensive meurtrière de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Il appartient donc à présent aux négociateurs israéliens et palestiniens de s'entendre sur un cessez-le-feu durable. Pour plus de détails sur ce dossier et ces négociations, je vous propose tout de suite ce commentaire signé d'Alia Karam. Israéliens et Palestiniens se préparent à de nouvelles négociations serrées dont dépendra la poursuite au-delà de lundi de cessez-le-feu observé dans la bande de Gaza. À la veille de la reprise des pourparlers, le territoire dévasté goûtait samedi son 6e jour consécutif de trêve, mis à part une flambée limitée de tirs de roquettes et de représailles aériennes dans la nuit de mercredi à jeudi. Il appartient à présent aux négociateurs israéliens et palestiniens de s'entendre sur un cessez-le-feu durable. Côté palestinien, au moins transparaissait une confiance prudente dans les chances d'un accord empêchant que reprenne un bain de sang qui a tué près de 2000 Palestiniens et de 70 Israéliens. Azam El-Ahmad, chef de la délégation palestinienne et dirigeant du Fatah, faisait état samedi de progrès laissant espérer une trêve persistante et non pas seulement une nouvelle reconduction de quelques jours du cessez-le-feu en place. Nous pouvons parvenir à un accord si la partie israélienne accède à toutes les exigences de la délégation palestinienne unifiée, en particulier l'arrêt de toute agression contre notre peuple, de la guerre contre Gaza et la levée complète du blocus de Gaza, dit un porte-parole du Hamas. Les Israéliens, eux, se montrent très discrets sur la teneur et l'avancement des négociations. Chacun a entamé les discussions avec des exigences apparemment inconciliables. Le défi relevé par les négociateurs est d'inventer la formule pour que chacun trouve son compte sans paraître offrir la victoire à l'autre. Les délégués sont rentrés chez eux jeudi pour consultation. Une partie des délégués palestiniens, comme ceux du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza, devaient reprendre le chemin du Caire dès samedi, selon leur porte-parole. Les discussions qui reprendront ce dimanche devraient tourner autour d'une proposition égyptienne qui, selon des responsables, instaurerait un cessez-le-feu permanent et inviterait à de nouveau pourparlers dans un mois. Alors, seraient discutées des questions épineuses comme l'ouverture d'un port et d'un aéroport que réclament les Palestiniens, mais à laquelle les Israéliens rechignent, ou la restitution à Israël des corps de 2 soldats morts en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Parmi les propositions du Caire, la zone tampon le long de la frontière de la bande de Gaza avec Israël serait graduellement rétrécie à placer sous la surveillance des forces de l'ordre de l'autorité palestinienne. Quant à la levée du blocus, le document égyptien reste vague, se contentant de dire que des points de passage fermés seraient ouverts en vertu d'accords entre Israël et l'autorité palestinienne. On passe à la Libye. En fait, la mission de soutien de l'ONU à la Libye a dénoncé une nouvelle flambée de violence à Tripoli, où des milices se sont affrontées à l'arme lourde autour de l'aéroport international de Tripoli, estimant qu'elle mettait en péril le processus politique. La mission va vivement dénoncer le bombardement de quartiers résidentiels, les pertes parmi les civils qui ont été en fait contraints à la fuite et les dommages causés à leur propriété. Selon des habitants, des miliciens de Zenten, des nationalistes et des milices de Misrata, proches des islamistes, se sont affrontés vendredi et samedi aux abords, ou plutôt ils se sont affrontés aux roquettes et à l'artillerie pour le contrôle d'un pont, un verrou de l'aéroport situé dans le sud de Tripoli et aux mains actuellement des milices de Zenten. On passe en fait à un autre commentaire. Les forces militaires des États-Unis ont mené samedi des frappes aériennes contre les forces de l'État islamique, l'EI, près du plus important barrage d'Irak, le barrage de Mossoul. Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont cautionné vendredi, comme le souhaitait la France, les livraisons d'armes aux combattants kurdes qui luttent contre les djihadistes de l'EI,
en Irak, manifestant ainsi un soutien clair aux Kurdes et au gouvernement à Bagdad. Les détails tout de suite de l'actualité en Irak dans ce commentaire. Les Peshmergas ont tenté samedi de reprendre le contrôle du barrage de Mossoul tenu par les combattants avec l'aviation américaine en soutien. L'heure n'est plus à la défensive dans les rangs des forces kurdes depuis les premières frappes américaines contre les positions des combattants de l'État islamique, l'EI. Après avoir réussi à ouvrir des corridors pour permettre aux populations yézidis encerclées dans les montagnes d'échapper à l'étau des islamistes, les Peshmergas ont ouvert un autre front autour du barrage de Mossoul pour reprendre le contrôle de cette installation hautement stratégique. Dans leur première tentative de reprendre le plus important barrage d'Irak, dans le nord du pays, aux mains de l'EI depuis le 7 août, les Peshmerga ont lancé une attaque avec l'appui de l'aviation américaine. Le général kurde Abdelrahman Korini a affirmé samedi que ces hommes avaient réussi à prendre le contrôle du côté est du barrage en tuant plusieurs membres de l'EI, espérant pouvoir annoncer de bonnes nouvelles dans les prochaines heures. Les frappes aériennes américaines contre les combattants ont commencé tôt le matin et les combats se poursuivent dans l'après-midi. La communauté internationale a accru ses efforts pour tenter de neutraliser ces extrémistes et surtout venir en aide aux dizaines de milliers de déplacés réfugiés dans des conditions impénibles dans des camps érigés au Kurdistan irakien ou à la frontière syrienne. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution visant à empêcher le recrutement et le financement de combattants en Irak et en Syrie. L'EI est engagé dans la guerre en Syrie où il contrôle plusieurs régions. L'Union européenne a pour sa part approuvé la livraison d'armes aux combattants kurdes déjà lancée par les États-Unis et la France. En visite à Bagdad, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a estimé de son côté que la nomination du nouveau Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi apportait une petite lueur d'espoir. Après le départ de Maliki Oni par la minorité sunnite dans un pays majoritairement chiite, d'importantes tribus sunnites de la province d'Al-Anbar à l'ouest du pays ont décidé de prendre les armes contre l'EI qui s'y était emparé de plusieurs régions dès janvier. La police a annoncé soutenir ce soulèvement. Fin de sa tournée avec les nouvelles, on passe à présent à notre sujet de débat pour ce soir. Donc on retourne encore une fois à ce nouveau projet national, le creusement du nouveau canal de Suez long de 72 km. Encore une fois, on parle donc du financement de ce projet. On se rappelle tous que lors du lancement du projet, après l'Ismaïlia et dans les Sinaï, le 5 août, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé tous les Égyptiens à contribuer, à participer à ce grand projet national. Il a précisé que le creusement en fait et le financement de ce projet, les travaux aussi, les travaux et le financement seront faits par des Égyptiens, uniquement des Égyptiens. Il a donc